Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et nous y sommes, messieurs et dames, pour sur le compte de cette journée de lundi 16 octobre. Notre invité, c'est le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, le ministre Payatoua Boukwesi, qui est avec nous. Monsieur le ministre, encore une fois, bonjour. Bonjour encore. Nous espérons vous porter à merveille. Tout à fait. Voilà. Je vais bien. Voilà. Alors, hier dimanche, le Front citoyen Togo Debout devrait organiser un meeting, pour ne pas dire une messe œcuménique en mémoire des gens qui ont trouvé la mort au cours des manifestations depuis le 19 août jusqu'à ce jour. Mais cette manifestation a été interdite purement et simplement par le président de la délégation spéciale de Lomé, M. Fogan Adénion. Monsieur le ministre, pourquoi vous avez interdit une manifestation en week-end? Non, je pense que vous pourriez inviter le contre-amiral pour qu'il vous donne des éléments. Mais ce qui est sûr, c'est que l'article 16 que nous allons souvent évoquer au cours de votre émission, que je me permets de lire, dit ceci: nonobstant l'absence d'objection de l'autorité administrative compétente, lorsque des éléments nouveaux, objectifs, surviennent et sont de nature à troubler gravement l'ordre public, l'autorité administrative compétente peut différer ou interdire la réunion ou la manifestation par décision motivée. Donc, ceci, vous savez, quand c'est une manifestation localisée, c'est le cas de ce que vous venez de citer, c'est le maire de la ville ou le préfet, ça dépend si on est dans une localité où il n'y a pas de mairie, c'est le maire de la ville dans le cadre de Lomé qui donne ses appréciations de la déclaration de manifestation. Et le maire, s'il a à sa connaissance des informations qui vont dans le sens de l'article 16, il est en droit d'interdire donc la manifestation conformément donc à la loi, à l'article 16 de la loi. Oui, mais il est aussi précisé dans un alinéa au niveau de cet article que cette décision est susceptible de recours devant le juge administratif. Merci. Justement, oui. Alors il faut aller auprès du juge administratif. Oui, mais la décision a été prise le vendredi à 17h17. Or, la manifestation a lieu le dimanche. Oui, je vous lis l'article qui concerne les recours, l'article 23. Les décisions de l'autorité administrative compétente sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. En cas de saisine, le juge administratif compétent statue en urgence dans un délai de 48 heures par décision exécutoire sur minute. Donc, nous étions le vendredi, et l'association avait la possibilité de saisir le juge administratif. Dans ces cas-là, le juge administratif statue en urgence. Donc, l'association aurait pu saisir le juge administratif qui statue s'il y a abus ou pas. S'il y a abus, il rétablit. S'il n'y a pas abus, la décision du maire devrait être exécutée. Donc, s'il n'y a pas eu saisine du juge administratif, c'est la décision du maire qui doit être exécutée. Oui, mais du moins, monsieur le ministre, vous prenez toujours soin de rencontrer les organisateurs des manifestations dans le pays. Pourquoi le président de la délégation, le contre-amiral Fogan Adénion, ne pouvait plus faire ou entreprendre une telle démarche et expliquer ou motiver sa décision aux organisateurs? Non, je pense que, en fait, il y a eu plusieurs... je crois qu'ils se sont rencontrés auparavant, parce que la manifestation devait se faire le week-end dernier. C'était pas ce week-end. Et il n'y avait pas de problème. Le contre-amiral, selon ce que j'ai appris, avait autorisé. Mais entre ce week-end-là, où le report a été fait, à ma connaissance, sans notification d'ailleurs, selon ce que j'aurais appris, bon, ça a confirmé quand même. Et ce week-end, il y a eu d'autres informations qui sont arrivées. Donc voilà, si la manifestation avait eu lieu le week-end dernier, certainement qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais après le maire a eu des informations au dernier moment, enfin, ou du moins suffisamment à temps, pour pouvoir, disons, faire ces observations. Il a fait ces observations. Une prière œcuménique va créer donc trouble à l'ordre public? Ce n'est pas une prière œcuménique.
il y avait la prière, et après le le prière, il y avait le concert. Oui. Alors donc c'est ça. Donc est-ce que vous êtes à la place des forces de sécurité pour dire qu'il n'y aura pas de trouble à l'ordre public? Parce que c'est en fonction des renseignements obtenus que le maire a agi. Je vous dis qu'il y a une semaine, le maire n'avait pas fait d'objection. Bon, au départ, selon ce que le maire m'a dit, il voulait manifester bas-fond de Saint-Joseph. Bon, évidemment, nous avions dit depuis la rentrée que bas-fond de Collège Saint-Joseph ne peut plus être utilisé pour des manifestations. Ce qui est évident, tout le monde comprend ça. On ne peut pas empêcher les enfants d'aller à l'école, surtout que c'est la rentrée. Nous disons jusqu'aux grandes vacances, on appréciera. Bon, donc ils se sont mis d'accord que cela devrait se faire en face de l'hôtel de la paix. Oui. Et ils n'ont pas fait à cette date-là. Bon, je crois comprendre, mais je dis encore c'est sous réserve, que la mairie justement a été informée même le jour de la manifestation. Alors que, au moins, ici, la mairie a informé, disons, les organisateurs 12 heures avant. Alors, donc, c'est les informations. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges entre eux. Donc, ne dites pas que c'est juste que le maire a réagi. Donc, monsieur le ministre, si on comprend très bien, est-ce que cela ne s'apparente pas à un déni de ce que vous avez, les mesures que vous prenez? Parce que le week-end, vous aviez dit au cours de la conférence de presse la dernière fois qu'on peut manifester, on peut marcher, on peut organiser des meetings. Mais voilà, un tout premier coup d'essai et vous interdisez. Ah, c'était un coup d'essai. On dirait. Non, il ne faut pas dire ça de cette façon-là. C'est en fonction des éléments. Je vous dis que le week-end dernier, c'est-à-dire, hier on était le... hier c'est dimanche. C'était dimanche, combien? On était... dimanche 15. Donc le dimanche 8, il n'y avait pas de problème. Et l'autorisation du maire est là. C'est écrit, signé. Le maire a dit, je suis d'accord, le dimanche 8. Mais entre-temps, je crois que selon ce que le maire m'a dit au téléphone, c'est des informations concordantes reçues en dernière minute qui ont indiqué que franchement, c'est surtout le volet concert là qui était prévu pour être émaillé de troubles à l'ordre public. Alors il ne peut pas prendre le risque. Vous savez, bon, on reviendra sur des questions, mais quand on prend ce genre de mesures, c'est d'abord pour protéger même les manifestants. Parce que souvent, il y a des groupes de manifestants qui veulent troubler l'ordre public, et peut-être le plus gros nombre de manifestants ne le sait pas. Et donc, finalement, les premières victimes, ce sera les manifestants, innocents, sincères, qui sont là juste parce qu'ils sont là pour manifester. Et donc, c'est ça, avant que même ça n'aille plus loin. Donc, c'est dans l'intérêt des manifestants que le maire a jugé utile de prendre cette décision-là. Donc, si peut-être l'opposition prévoit une manifestation pour le week-end aussi, le maire peut aussi l'interdire? Non, ça dépend de la nature de la manifestation. Quand la manifestation a un caractère national, comme ce qui se fait aujourd'hui avec les partis politiques, c'est le ministre de l'administration territoriale qui intervient. Et donc, qui apprécie et qui donne ses recommandations ou sa décision. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition prévoit 2 jours de manifestation, mercredi prochain et jeudi. Alors, monsieur le ministre, quelle est la position du gouvernement par rapport à ces 2 jours de manifestation? La première, elle va chuter au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale, pour l'endroit où les manifestants iront délivrer leur message acquis de droit là-bas. Et le jeudi, ce serait devant le fond de la CEDEAO, où ils iront également délivrer le message acquis de droit. Bien, d'abord sur les dates. Il s'agira de faire des meetings le mercredi et le jeudi, parce qu'ils ont prévu les 2 jours. Si ce n'est pas le cas, ce sera des marches le samedi et le dimanche. Nous avons pris une décision motivée pour le leur dire. Donc, l'article 16 que je viens de lire, si vous avez envie que je relise encore, nonobstant l'absence d'objection de l'autorité administrative compétente, lorsque des éléments nouveaux, objectifs, surviennent et sont de nature à troubler gravement l'ordre public,
l'autorité administrative compétente peut différer ou interdire. Dans le cas d'espèce, nous n'avons pas interdit, nous avons différé en fonction de l'article 16. Donc nous avons différé. Au lieu de mercredi et jeudi, ce sera samedi et dimanche. Maintenant, si les organisateurs tiennent à faire une manifestation en semaine, ce sera des meetings sur place. Et ça, on s'est convenu, parce qu'on s'est rencontrés, on s'est convenu que ce sera à la plage face au hôtel Santa Maria. Ce sera ni au Palais Congrès, ni au fond de la CEDEAO. Évidemment, bien sûr, c'était pas possible. Quand est-ce que vous les avez rencontrés, non, vous leur avez notifié cela? Non, la semaine dernière? On s'est rencontrés jeudi. On s'est rencontrés jeudi. Ou mercredi ou jeudi, on s'est rencontrés. On fait toujours des réunions. On s'est rencontrés jeudi. Voilà. Maintenant, monsieur le ministre, pourquoi interdisez-vous des manifestations publiques en semaine, alors que dans tout pays au monde, la constitution togolaise le reconnaît, que ce soit la déclaration des droits, tous les textes juridiques, instruments juridiques dans le monde reconnaissent le droit de manifester à une seule personne ou à un groupe de personnes. Très bien. Nous n'interdisons pas les manifestations. Cette confusion est inacceptable. Nous disons pas de marche. Manifestation, ce n'est pas seulement la marche. Les manifestations, je vous lis l'article 3, troisième tiret. Qu'est-ce qu'on appelle manifestation? Tout cortège, défilé ou rassemblement de personnes, quel qu'en soit l'objet. Cortège, défilé ou rassemblement de personnes. Alors, donc, le rassemblement de personnes que nous appelons en français, en anglais plutôt, meeting, c'est une manifestation que nous autorisons. Donc, il n'est pas question de dire que nous interdisons les manifestations en semaine. En semaine, nous acceptons les manifestations, mais ce sont des rassemblements de personnes conformément à la loi. Ce sont des meetings, nous disons que c'est des meetings que nous autorisons en semaine. Et je vais vous dire pourquoi. Oui. Pourquoi? Si vous le voulez. Pourquoi vous faites cela? Vous savez qu'il y a eu plus d'une dizaine de manifestations depuis le 3 août. Plus que c'est de la part de l'opposition. Et vous savez comment ça s'est soldé par ici, par là. Je ne vais pas revenir sur tous les bilans. Nous avons eu le temps de faire ces bilans. Mais la manifestation du 5 octobre, notamment au cours de la marche, on a enregistré des dérapages inacceptables. Il y a eu des barricades faites avec quoi? Avec des briques, avec des véhicules, carcasses de véhicules, de vieux véhicules, avec des branchages, et puis avec mise à feu des pneus, etc. Et cela empêchait les citoyens ordinaires qui devaient emprunter ces voies de passer. Il y a eu des arrachages de pavés, il y a des caillassades de vitres de véhicules qui tentaient de passer. Il y a eu des jets de pierres sur des forces de l'ordre et même sur des passants qui n'avaient rien à voir avec la marche. Il y a eu pire de l'intervention dans les écoles des manifestants pour obliger les enseignants à libérer les élèves et demander que ces élèves les rejoignent dans les manifestations. Ça s'appelle trouble grave à l'ordre public. Alors, est-ce que réellement ce sont des manifestants de l'opposition qui étaient à la base de ces cas d'actes de fait que vous citez? Vous savez, moi j'entends ça, mais ça me fait sourire. Je vais vous dire un seul exemple. Quand il y a eu des manifestations et on a appréhendé des gens qu'on a jugés, qui sont allés en prison, on les a pris sur place, on les a jugés, ils sont en prison. L'opposition allait en prison pour les visiter et leur dire, écoutez, on fera tout pour vous libérer. Ou bien ils n'ont pas fait ça. Ce ne sont pas leurs manifestants. Et pourquoi ils vont les voir en prison? Donc il ne faut pas me raconter des histoires que ce ne sont pas les gens de l'opposition. Ça, vraiment, ce n'est pas acceptable. Il y a un cas concret, c'est ce qu'ils ont fait. Eux-mêmes, ils sont allés en prison, ils les ont reconnus. Ce sont les leurs. Et ils ont dit, nous allons tout faire pour vous libérer. Alors, donc, on ne dise pas que ce ne sont pas les gens de l'opposition. Ce n'est pas possible. Donc, ça s'appelle trouble grave à l'ordre public. Alors, la réunion suivante, nous avons posé la question
qu'est-ce qui explique ce qui est arrivé à votre marche du 5 octobre? Ils nous ont dit, ah bon, quelque chose est arrivé? Que je suis arrivé, oh, c'est pas possible, nous on n'a rien vu. Ah oui, on se souvient, on a vu des choses à la télé. Le ministre de la sécurité était en train d'expliquer qu'il y a eu des choses. Nous on ne savait même pas. Est-ce que c'était les premiers leaders qui vous ont tenu de pareils propos? Non, c'est pas. Non, je ne. C'est une délégation de personnes envoyées. C'est une délégation. Nous étions à la 11e marche et c'était les mêmes qui venaient à nos réunions. Donc on ne nous dit pas que ce n'était pas les responsables. C'était eux qu'on nous envoyait toujours. C'est une délégation dirigée par l'ancien député Robert Olympio. C'est avec eux qu'on a toujours convenu, et ce qu'on avait convenu, à part le 19 août où en ce moment-là c'était pas la coalition, à part ces dates, les autres fois, les recommandations étaient plus ou moins respectées, c'est avec les mêmes. Donc c'est ce qu'ils nous ont dit. Alors donc du coup nous avions une question suivante, parce que s'ils avaient reconnu ce qui s'est passé, la question suivante c'était de leur demander: que faites-vous maintenant pour qu'à l'avenir cela ne se reproduise plus? Mais maintenant, comme ils disent qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé, alors que tout le monde a vu, il y a des témoins de ce qui s'est passé, bon, alors on a posé quand même la question. Non, mais on fait comme d'habitude, on prend les... Ah bon, comme d'habitude. Donc, ça veut dire que ce qui est arrivé le 5 va se reproduire prochainement. Puisque s'ils avaient reconnu que oui, il y a eu des choses, des gens qui se sont mal comportés, que nous avons identifiés, nous allons prendre des dispositions pour que cela ne se reproduise plus. Ok, il n'y aura pas de problème. Mais à partir du moment où on est dans cette incertitude, alors qu'il y a eu des troubles graves à l'ordre public et que nous n'avons aucune preuve qu'au cours de leur prochaine match, cela ne se reproduira plus, nous disons non. À partir de ce moment-là, nous utilisons également la loi, l'article 16 de la loi. Alors, oui, et voilà, vous vous fondez sur, vous basez sur cet article 16 de la loi Bojona, mais quand même, monsieur le ministre, ouais. Aux États-Unis, à la Maison-Blanche, on manifeste. Et pourquoi spécifiquement au Togo, vous ne voudrez pas que les gens manifestent en semaine? Parce que vous avez dit trouble grave à l'ordre public. Mais on s'en souvient, j'étais au palais de justice quand un jeune homme m'avait interpellé le 20 ou bien le 19 août, avait quand même dit que oui, voilà, on nous avait demandé de venir avec des armes blanches et on lui a posé beaucoup de questions. Malheureusement, le jeune ne s'est plus retrouvé et personne, il n'a reconnu personne. Et on s'est dit quand même, les avocats lui ont demandé: monsieur, est-ce qu'on ne t'a pas envoyé comme un élément infiltré? Il n'a pas pu répondre. Oh, c'est vraiment... Moi, j'ai déjà répondu à ça. Oui, vous l'avez répondu. Maintenant, ce que je dis, oui. Nous disons... Devant la Maison-Blanche, les gens manifestent, monsieur le ministre. Si au moins les manifestants respectaient ce qui se fait là-bas, ce serait peut-être différent. Ils ne le respectent pas. Ils n'ont jamais respecté aux États-Unis pour dire au président de parti. Moi, j'ai jamais entendu ça aux États-Unis. Vous avez entendu une fois des manifestants dire à un président élu de parti de quitter son fauteuil? Vous avez entendu ça? Moi, j'ai jamais entendu. Bon, ceci dit, c'est une mesure provisoire, puisqu'ils n'ont pas été en mesure de nous d'identifier les responsables. Nous disons, puisque quand ça se passe comme ça, la police et la gendarmerie font les enquêtes. Donc nous disons, bon, dans ce cas, s'ils avaient eux-mêmes identifié les responsables et s'engager à prendre des mesures, pas de problème. Comme ils ne le croient même pas, bon, ils disent qu'ils vont faire comme par le passé. Nous disons, dans ce cas, nous allons attendre les résultats des enquêtes de police et de gendarmerie. Et ceux qui auront été identifiés comme responsables de ces faits, de ces troubles à l'ordre public, ils seront traduits devant les tribunaux. Et en ce moment-là, bon, à partir du moment où, en ce moment, les marches pourront se produire en semaine. Vous voyez pourquoi nous disons que c'est pas... À partir du moment où les gens marchent, ils rentrent dans les classes, dans les salles de classe, pour sortir les élèves. Mais c'est pas possible. Nous, le gouvernement, a plusieurs responsabilités, mais responsabilité essentielle: assurer la tranquillité, assurer la liberté, assurer la sécurité pour tout le monde. Deuxième responsabilité, faire prendre des mesures pour que le système éducatif fonctionne en tout temps et en tout lieu.
Donc on ne peut pas pénaliser les enfants qui vont à l'école parce qu'il y a d'autres qui marchent. Donc nous disons, en semaine, les écoles sont ouvertes. Bon, donc le risque est plus grand pour que les écoles soient perturbées. Par contre, en week-end, bon, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école ouverte. Donc le risque est moindre. En plus, le trafic véhicule, puisque quand les véhicules passent, ceux qui veulent aller travailler, leurs vitres sont caillassées. En week-end, il y a peu de véhicules qui vont travailler par rapport aux véhicules qui circulent en semaine pour aller travailler. Donc voilà, c'est des mesures, parce que c'est... Et ces mesures, vous avez dit que c'est des mesures provisoires. Oui, ça va finir quand? Non, puisque nous attendons les résultats des enquêtes. Après, bon, ça s'accélère et donc, lorsque les résultats seront obtenus, que ces gens seront donc traduits devant les tribunaux, on est à ce moment-là assuré que les marches ne risqueront pas d'être troublées de cette façon-là. Et voilà, Monsieur le ministre, une telle décision prise aujourd'hui, mais les Togolais marchent, manifestent toujours dans le pays. Est-ce qu'il n'est pas temps de répondre à ce qu'ils sont en train de demander que de vouloir interdire ou bien donner des instructions, des recommandations? Qu'est-ce qu'ils demandent? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils demandent? Le retour à la Constitution de 1992. Qui demande? La coalition, les 14 partis politiques avec ceux qui sont leurs militants. Justement, est-ce que c'est le peuple togolais entier qui demande ça? Ou bien c'est seulement parce que cette coalition demande, alors ça fait le peuple? Non, le peuple togolais, c'est pas ce qu'il demande. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, si vous me donnez 5 secondes, vous savez, en 92, il y a eu cette constitution qui a été initiée, puis votée après, et par le HCR qui était composé à 95% de l'opposition. À l'époque, vous étiez au gouvernement? Oui, j'étais au gouvernement en 91, effectivement. Et donc, bon, cette constitution, vous savez qu'elle comportait des particularités bizarres. Notamment, on disait, voilà, en aucun cas, nul ne devait faire plus de mandat, etc. Mais ce n'est même pas le plus grave. Vous savez, on avait fait une constitution en 92 pour faire sortir du Kofigo du jeu des présidentielles. Je vais expliquer pourquoi. Parce que j'ai entendu des gens dire, oui, non, Kofigo savait par la constitution de la transition qu'il ne devait pas être candidat. Oui, justement, c'est parce qu'on lui a dit qu'il ne peut pas être candidat. Et alors, pour confirmer cela, on a cherché à le bloquer dans la constitution. Parce que tout le monde savait que ce n'est pas la constitution de la transition qu'on utilise pour aller aux élections. C'est la constitution finale. Alors, on est venu dans la constitution, la constitution pour dire que nul ne... on ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle si on a moins de 45 ans. Et parce que Figo avait 42 ou 43 ans. Ça, voilà une constitution qui indexe quelqu'un. Et cette constitution avait d'autres problèmes, notamment la constitution, je crois, l'article, bon, je n'ai pas l'article sous les yeux, mais dit que le président de la République nomme les directeurs centraux en conseil des ministres. Et bon, plus loin, on dit que le Premier ministre a le pouvoir de nomination. Alors, moi j'étais au gouvernement où il y avait Edem Koyo, qui était notre Premier ministre, qui dit, mais écoutez, bon, comme on a dit que pour le président, c'est seulement les directeurs centraux, eh bien les directeurs des cabinets, les secrétaires généraux, moi je vais les nommer. Est-ce que vous comprenez que le président de la République, lui, nomme les directeurs qui sont sous le directeur cabinet, le secrétaire général, que le Premier ministre nomme? Vous voyez des contradictions que cette constitution renferme. Je peux vous en citer plein. Oui, mais bon, vous étiez là quand même et Feu Yadima avait autorisé, appelé les Togolais à voter cette constitution. Exact. Et vous-même, vous avez voté également pour cette constitution. Exact. Oui. Et pourquoi vous ne l'avez pas soulevé à cette époque? Non, mais cela avait été soulevé. Mais comme je vous dis, 95% de HCR étaient composés de l'opposition. Donc, ils n'écoutaient personne d'autre que ce qu'ils ont voulu faire. Le président Yadema a demandé au peuple de voter
parce qu'on venait de sortir de la conférence, il y avait une tension extrême. Bon, dans le cadre de la recherche de l'apaisement, il a demandé de voter en espérant que lorsque les conditions seront plus apaisées, cette condition sera relue, parce que tout le monde verra visiblement qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, et malheureusement, bon, pour l'opposition qui était totalement absente également en 2000, donc en 92, c'était l'opposition seule, pratiquement. En 2002, c'était le RPT seul. Bon, le RPT seul qui avait voulu modifier, si l'opposition était là, bon, peut-être que tout le monde serait d'accord de modifier certains articles, mais peut-être pas, bon, il y aurait eu consensus, mais l'opposition n'était pas là. Bon, et après, le RPT a modifié ça. Exactement. Maintenant, quand le président Faure est arrivé, il a dit, écoutez, les amis, bon, l'opposition était seule, elle a fait la constitution qu'elle veut, le RPT était seul, il a fait la constitution qu'il veut. Bon, maintenant, on va se mettre d'accord ensemble pour faire une constitution acceptable. Et c'est ça, les dispositions qu'il fallait modifier, ont été signées dans l'accord politique global. Oui. Signé. Voilà l'accord politique global. Voilà le socle commun qui nous unit tous, opposition et majorité. Et donc, c'est ça. Et maintenant, est-ce que la constitution, la loi votée à l'Assemblée nationale la dernière fois, est-ce que c'est selon l'esprit de l'accord politique global? Tout à fait. C'est exactement c'est ce que l'accord politique global a dit. Les trois articles a dit limitation de mandat, c'est-à-dire un mandat 5 ans renouvelable une fois. C'est écrit. C'est repris dans la CVJR. Et c'est même ni l'accord politique global ni la CVJR n'avait évoqué le cas du mode de scrutin. C'est Ashkroun qui est revenu dire le scrutin doit se faire à 2 tours. Bon, tout ça, c'est ce que nous avons repris dans le projet de loi qui a été à l'Assemblée, donc qui a été voté. Mais tout porte à croire que ce que vous avez acté dans le texte voté à l'Assemblée nationale est automatiquement repris par l'article 158. Alors, qu'est-ce que l'article 158 que vous avez autorisé les députés à voter dernièrement dit concrètement, monsieur le ministre? D'abord, l'article 158, il ne faut pas voir l'article 158 seul. Il faut le voir dans son titre. Mais c'est quoi le titre? Est-ce que vous savez le titre de l'article 158? Vous n'avez pas remis le texte à disposition des journalistes pour le moment. Non, oui. Ben, vous savez, c'est écrit mesures transitoires. Donc l'article 158, c'est mesures transitoires. Donc il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. C'est mesures transitoires. Ça veut dire quoi? En ce moment, parce qu'on ne peut pas voter une loi aujourd'hui et dire qu'elle s'applique en rétro ou en rétro actif. Quelle est rétroactivité? Non, ça ne marche nulle part. Vous le savez, ni aux États-Unis ni ailleurs. Comme vous m'avez donné l'exemple des États-Unis, est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis on vote des lois rétroactives? Vous voyez en Europe. Mais en tout cas, des citoyens américains ont manifesté devant la Maison Blanche exigeant la démission de Donald Trump. Ça, il faut le préciser clairement. Voilà. Mais revenez à ma question. Oui, l'article 158. Qu'est-ce que ça dit? Alors, ils ont manifesté pour la démission de Donald Trump. Ils continuent de manifester? Ou bien Donald Trump va démissionner? Bon, ok. Donc, l'article 158 dit simplement que lorsque les députés, le mandat des députés qu'ils ont déjà réalisé, oui, et celui qui est en cours n'est pas frappé par cela. Et de même que pour le président. Pour que, à partir de la fin du mandat des députés, à la fin du mandat des députés, c'est en 2018, ils seront candidats, ils pourront être candidats. Mais cette fois-ci, ils pourront être candidats pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Après, ils ne pourront plus être candidats. C'est terminé. Pour le président, c'est la même chose. C'est ça. Parce que quand on me parle de l'article 158, oui, les gens vous voient les yeux. Vous aussi, en prenant cette disposition, ne pensez pas que vous êtes en train de favoriser quelqu'un aujourd'hui, alors que hier, vous avez dit on avait défavorisé un tiers. Mais on favorise qui? On ne peut pas prendre une loi rétroactive. On ne prend pas, il n'y a pas de loi rétroactive. Donc, on ne favorise personne. Ce qui est sûr, c'est que à partir de maintenant, voilà, ce sont les dispositions qui sont prévues
pour l'avenir. À partir de maintenant, c'est ce qui va se passer. C'est un mandat pour le président à partir de 2020, parce que le mandat en cours n'est pas concerné. Pourquoi vous n'avez pas mis en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats, mais vous avez pris soin de mettre cette fois-ci, alors le mandat en cours, bien le mandat passé n'est pas concerné par le texte qui est voté? Ben, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Oui. Ça, c'est l'interprétation publique qui en a été faite, qui ne milite pas à ce que l'on prenne en compte cette disposition. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Les gens disent publiquement, dans tous les micros, que si on met ça pour que le jour où la Constitution est votée, le président doit partir parce qu'il aurait fait déjà 2 mandats. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà. Vous l'avez écouté. Bon, alors que ça n'a aucun sens. Parce que cette disposition a été mise au Bénin. Ça n'a pas empêché le président Kérékou de refaire, d'aller aux élections. Cette disposition a été mise au Togo. Ça n'a pas empêché le président Yadema d'être candidat en 93 et même en 98 et plus tard encore. Donc, mais c'est l'exploitation publique que les gens font qui bloque l'exploitation, fait la prise en compte de cette disposition. Autrement dit, vous avez des craintes? Si vous ramenez la Constitution à l'endroit, c'est-à-dire la Constitution originale de 92, il y a des craintes? Mais qu'est-ce que les responsables politiques de l'opposition ont dit? Ils ont dit ils veulent qu'on ramène ça pour que le président cesse immédiatement ses fonctions. C'est ça que vous voulez, vous? Je ne pense pas. Mais le président a été élu en 2015 pour un mandat de 5 ans par une constitution, grâce à une constitution, que eux-mêmes, ils sont heureux de citer quand ça les arrange. Ils ont été élus députés grâce à cette constitution. Et j'entends, et en 2005, quand on nous a, en 2005, bon, tout le monde se souvient des événements, on nous a dit respect de la constitution ou rien. Aujourd'hui, cette constitution, bon, on fait comme si elle n'a jamais existé. Donc, cette constitution, c'est grâce à cette constitution que le président de la République a été élu pour un mandat de 5 ans. Tant qu'il n'a pas fini son mandat, personne ne peut lui dire de partir. Et mieux, même s'il finit son mandat, s'il désire se représenter, la Constitution doit lui permettre, puisque la loi n'est pas rétroactive. Vous le savez, je vous ai expliqué ça quand vous étiez à la conférence de presse. J'ai dit, bon, supposons qu'on dise, nous, vous et moi, on va prendre une décision. Mon frère, le technicien qui est de l'autre côté, qui a porté une chemise bleue, on va dire désormais, si quelqu'un porte une chemise bleue, eh bien, on va l'assassiner. Et lui, il a déjà porté, il ne savait pas. Il est là, il a déjà porté, qu'est-ce qu'on fait? Alors que s'il savait ça, qu'il ne faut pas porter une chemise bleue, il ne porterait pas. Mais donc on ne peut pas faire une loi rétroactive. C'est le droit universel, c'est comme ça, c'est connu. Moi, je ne suis pas juriste, mais on a quand même quelques éléments. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. Alors, monsieur le ministre, donc, si on comprend très bien la position du parti au pouvoir aujourd'hui, c'est que le chef de l'État actuel, président, il doit encore faire 2 mandats plus les 15, et en ce moment, la Constitution serait votée. Non, mais comment tu peux mélanger toi? Non, c'est juste une question que je pose. Hein? La Constitution rentre en vigueur à partir de la fin du mandat des députés, pour les députés, et de la fin du mandat du président pour le président. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, c'est un mandat renouvelable une seule fois. Pour les députés, un mandat renouvelable une seule fois. Donc c'est ça. Donc les députés qui sont là maintenant, ils peuvent encore briguer 2 mandats. Et ce serait fini. Voilà. Le chef de l'État, il brigue encore 2 mandats. Et ce sera fini. Exactement. C'est ça. Évidemment, si tout c'est que les députés ou le président, c'est le désir. Et si leur parti, voilà, vous avez voté le texte. Et si leur parti leur donne l'investiture. Et voilà, vous avez voté le texte, mais l'opposition est toujours dans les rues. Monsieur le ministre, quelle sera la prochaine étape? On va y revenir tout de suite, mais on manque la pause. Précis de l'administration territoriale, c'est lui qui est notre invité ce matin. Messieurs et dames, nous parlons bien sûr des questions relatives à tout ce qui se passe dans le pays. Alors, monsieur le ministre, tout à l'heure, quelle sera la suite? Voilà que vous avez fait voter donc la loi à l'Assemblée nationale, l'opposition toujours dans les rues. Qu'est-ce qui sera fait dans les jours à venir? Je disais tout à l'heure que les réformes que nous avons amenées à l'Assemblée sont celles que nous avions convenues d'un commun accord
avec l'opposition dans l'accord politique global. Franchement, vous pensez que... Est-ce que c'est réel et pourtant ils sont encore dans la rue? Ils ont signé. L'accord politique global, prenez l'accord politique global, ils ont signé. Est-ce que vous êtes retrouvés dans un cadre consensuel et discuté, débattu de ça avant de le faire voter? C'est à l'Assemblée qu'il fallait le faire, on était à l'Assemblée. Et ils vous ont remis un amendement et vous avez rejeté vous-même. Ils sont partis. Mais c'est vous qui avez rejeté leur amendement, monsieur le ministre. Non, il faut comprendre comment les choses fonctionnent à l'Assemblée. D'abord, ce n'est pas le ministre qui rejette, c'est d'abord la commission. Et on demande l'avis du gouvernement. C'est la commission qui a rejeté la commission des lois parce que ce qui a été fait n'est pas conforme à leur règlement intérieur. On amène 3 articles. C'est sur les 3 articles qu'il faut amender. Il faut dire non, ça, il faut modifier comme ça, il faut écrire ça, il faut changer comme ça. C'est les 3 articles. On peut ajouter 1 ou 2. Mais si on amène 3 articles et que vous apportez 48, mais c'est une autre loi. Ça n'a rien à voir. C'est un changement substantiel. C'est une autre loi. En ce moment-là, le règlement intérieur dit qu'il vaut mieux en ce moment faire une proposition de loi. Ce qu'ils ont amené, ils pouvaient faire une proposition de loi et envoyer à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'ils devraient faire. Mais pas, ça c'est pas un amendement. Ils le savent. Les députés à l'Assemblée qui sont de l'opposition savent que ça ne se fait pas. Donc la commission des lois a rejeté parce que ce n'est pas conforme à leur procédure. Oui, mais à leur départ, les votes ont introduit l'article 158 qui a été voté. Un article, justement, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Ça dit que on apporte 3 articles, vous pouvez les amender, ajouter un article 2, même 3, peut-être 4. Mais non, pas 4. Parce qu'il y a 3 articles, vous pouvez aller jusqu'à 3 comme amendement. Mais vous ne pouvez pas, surtout on vous apporte 3 articles, vous amenez 48. C'est pas possible, c'est pas un amendement ça. Donc il fallait faire une autre loi, une autre proposition de loi pour soumettre à l'Assemblée. C'est l'opposition, puisque c'est eux qui avaient cette proposition, c'était à cette opposition, de saisir l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, et alors, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, d'abord je termine là sur un petit commentaire. Vous avez dit, est-ce que c'est ça que le peuple veut? Vous vous rappelez quand la commission pour la réflexion sur les réformes a circulé à travers le pays, que ce soit à Dapango, à Kara, à Mango, à Sokodé, à Tapamé, à Notier, partout. Si vous vous rappelez bien, qu'est-ce que cette commission a recueilli? Les gens ont parlé, ça a été enregistré, c'était en direct. Ils ont demandé retour à la constitution de 92. Non. Ils ont dit, nous voulons limitation, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Moi, si j'ai écouté, tu ne peux pas me dire le contraire. Et ils ont dit élection à 2 tours. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, en addition de l'élection à 2 tours, limitation de mandat, ils ont dit retour à la constitution de 92. Ça a commencé, je crois, autour du 1er août. L'histoire de constitution de 92 est venue par, je crois, le 19 août après. Donc, le peuple a bien dit que mais on a tous écouté. On a tous écouté. Donc, le peuple, c'est ça que le peuple veut. Voilà, donc limitation de mandat. Mais ce que je sais, c'est depuis que Mme Awanana a commencé sa tournée, je crois, le 28 juillet ou bien 30, c'est en ce moment, depuis le Pendjal, que les gens ont commencé par évoquer cette affaire de retour à la constitution de 92. C'est pas possible, nous tous, mais quand même, nous avons tous... maintenant, quelle est la prochaine étape? Oui, donc, la prochaine étape est imposée par la Constitution elle-même, l'article 144 de la Constitution, qui dit, je vous lis cet article rapidement, article 144, et je signale que cet article n'a pas été modifié en 2002. C'est la version originelle de 92 qui dit ceci. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et à 1/5 au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité des 4/5 des députés composant l'Assemblée nationale. À défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adopté à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale est soumis au référendum. C'est-à-dire, c'est la Constitution qui impose. Quand c'est 2/3, c'est soumis au référendum. Donc, voilà. Et maintenant, référendum, vous irez avec quel test?
Mais quel test vous allez vous soumettre à au peuple togolais? Le test qui a été voté aux 2 tiers par l'Assemblée, c'est la Constitution qui dit. Les 3 articles, c'est ce que la Constitution dit. Maintenant, ce qu'un de vos collègues me posait comme question la dernière fois, ça c'est ça. Maintenant, si au cours du dialogue éventuel, parce que vous savez, il y a quand même des chefs d'État qui s'impliquent. Bon, ça, moi je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que le président de la République, vous le savez, c'est un homme de dialogue. Personne ne peut dire que c'est faux. L'APG, c'est un résultat de dialogue. La CVJS, c'est un résultat de dialogue. La commission de réflexion, c'est un résultat de dialogue. Donc aujourd'hui, là, personne ne peut dire que le président de la République n'est pas pour le dialogue. Donc si un dialogue intervenait, ceci passe par référendum. Mais s'il y a un consensus sur certains articles, ils peuvent être modifiés. Autrement dit, on retourne à l'Assemblée nationale. Non, pas avec ça. Ça, c'est pour ces articles-là, ça c'est déjà passé ça. Ça, c'est référendum. Maintenant, par exemple, il y a d'autres articles. Je donne un exemple sur le Sénat. Je donne un exemple sur la Cour constitutionnelle, sur l'article 38, sur ce qui concerne les collectivités locales qui m'intéressait parce que bon, j'avais appris que voilà, sur d'autres articles. Bon, si on arrive à avoir les 4/5e, on peut même les modifier, même on peut modifier certains articles même avant le référendum. Mais le référendum, lui, il s'impose parce qu'il est constitutionnel. Oui, maintenant, si le peuple à qui on doit soumettre ce test dit toujours « Allez vous retrouver, entendez-vous avant de nous revenir ». Mais devant tout ça, le chef de l'État ne s'est jamais prononcé. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est à moi que vous posez cette question? Mais vous savez, il écoute comme nous tous, hein. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Bon, oui, vous avez dit que voilà, je dois partir, je vous ai compris, je pars. C'est ça que vous voulez entendre? Non. Alors, donc, le langage, les messages qui lui sont passés. Il est le père du Togo aujourd'hui. Voilà, la maison. Si les gens n'avaient parlé que des réformes, comme on a tout acté les réformes, comme ça a été fait, mais c'est plus facile. Les amis, bon, effectivement, ces réformes, on les avait convenues. Bon, là, c'est le temps de le faire. On a pris de retard. Vraiment, c'est dommage. Parce que ce qui a été dit là, c'est ça qui a été proposé en 2014. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et malheureusement, on était à la veille de l'élection présidentielle. Il n'y avait pas le temps de faire un référendum. Sinon, ça allait se faire en 2014. Et donc, aujourd'hui, le Togo a les moyens pour faire le référendum, élections locales et législatives et la présidentielle en 2 ans. Sur fonds propres? Bien sûr qu'on pourra. Mais ce qu'il faut savoir, moi je pense que les réformes, vraiment, il faut les prendre, il faut les acter définitivement. Et ça, aucun coût n'est trop élevé pour réussir à mettre en place ces réformes. Parce que on en a trop souvent parlé. Je pense que tout le monde a partagé cette nécessité de faire ces réformes-là qui consistent à la limitation des mandats électoraux. Donc, à partir de ce moment-là, bon, il n'y a pas de coût insurmontable. Bon, donc, malheureusement, si on avait eu l'occasion à l'Assemblée de faire voter ça au 4/5e, on serait déjà avancé, si on avait pu le voter à 4. Parce que les gens auraient pu le voter au 4/5e. Et bon, ça devient la Constitution. Le lendemain, ils pourront demander, bon, maintenant on peut améliorer. C'est ça, il faut aller. Même les pays développés, chaque jour, ils améliorent leur Constitution. Nous, pourquoi? Mais de manière consensuelle, répondant toujours aux aspirations de la population. Oui, mais parce que de toute façon, cette modification qui est proposée va être soumise au peuple. Oui, maintenant la question est de savoir, après le vote, que si on passe au référendum, est-ce qu'il n'y aura plus de manifestations dans le pays par rapport à ces mêmes préoccupations? Est-ce que vous vous posez cette question aussi? Écoutez, moi, je ne comprends pas. Vous êtes légaliste? Je suis légaliste. Ce que je dis, c'est que, franchement, les réformes, ça fait avancer notre pays. Nous devons savoir que le Togo ne va pas disparaître dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. La jeunesse qui sort quelquefois dans les manifestations, c'est à elle
l'avenir de notre pays. Et faisons les réformes pour que cette jeunesse puisse en profiter aisément. Parce qu'il y a des gens qui pensent à eux personnellement en se disant, ah, vu mon âge, si je dois attendre encore un peu, ah, ça va être vraiment... Non, ne voyons pas ça. Le Togo ne disparaît pas. Le Togo est là aujourd'hui, demain, après-demain, 100 ans. Nous, on va mourir, devenir poussière. Le Togo existera. Nos enfants seront là. Au moins, selon ces réformes-là. Selon ces réformes dans le marbre, pour que nos enfants puissent en jouir. Et à quand alors les réformes et le référendum? Non, le référendum, bon, en fait, il faut, la loi électorale dit que pour tout scrutin, c'est la CENI qui doit donner la date au gouvernement. Bon, on vient de mettre en place une CENI. Donc c'est elle qui va... Une CENI boycottée par l'opposition. C'est démocratique. Et vous avez élu des acteurs politiques en lieu place des acteurs de la société civile. Qui on a élu en lieu place de la société civile? Vous avez des exemples? Oui. Madame Kuigan, elle a manifesté récemment. Ah bon? Parce que... Au nom de UNI. Et d'aucuns disent aussi que monsieur... l'homme de COPED aussi serait également d'une formation politique. Attends, la société civile ne marche pas avec l'opposition actuellement? Non, c'est ce que je viens de dire. Non, puisque vous dites, mais elle a marché avec UNI. Est-ce que les membres de l'opposition ne marchent pas, la société civile ne marche pas avec l'opposition actuellement, avec les partis politiques de l'opposition actuellement? Donc maintenant, moi, je peux vous dire, est-ce que ce sont de vrais acteurs de la société civile? Je peux vous citer des noms des gens de la société civile que je connais. Allez, mon ami Daté, que je connais très bien, qui est aussi de COPED, qui marche tous les jours, je le vois, on s'appelle, je dis, mais tiens, voilà, qui marche avec l'opposition, mais qui est toujours membre de la société civile. Donc, c'est pas interdit, si je suis membre d'un parti politique, d'être membre de la société civile. Est-ce que l'exemple est donné par l'opposition, justement? On va prendre Didier qui est en ligne avec nous. Bonjour Didier. Oui, bonjour monsieur le ministre. Bonjour Didier. Oui, je voulais poser une question. Donc, si je comprends bien, vous voulez nous dire que la police et la gendarmerie sont incompétents pour encadrer les marches, d'autant plus qu'ils encadrent, mais il y a des cas. Bon, ma question même, je le pose souvent, mais vous ne me répondez pas. Je voulais que vous me répondiez en toute sincérité. Et vous vous rappelez que dans ce pays même, on a voté une loi. Si vous ne faites pas plus de 12 mois dans le pays, vous ne serez pas candidat. Et vous l'avez appliqué à Angélique Olympio. Pourquoi maintenant vous ne voulez pas que cette loi que vous appliquez, la rétroactivité de la Constitution, de la nouvelle loi ne soit pas appliquée au président? Donc c'est 2 poids 2 mesures. Ok. Il va vous répondre, oui, il va vous répondre. Puisqu'il y a d'autres aussi, mon cher ami Didier. On prend Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur le ministre, dans notre pays, il y a un autre de famille qu'on a comme, qui s'appelle Amévo. Je prends l'expression de ce nom. Est-ce qu'au sein de l'UNI aujourd'hui, c'est comme si vous êtes dans ce système de Amévo? Pourquoi vous dites que vous auriez pour que les jeunes arrivent à l'Assemblée nationale, au même moment, tout ce que vous faites, c'est comme si vous bloquez les jeunes. Si je prends pour exemple la loi qui a été votée, l'amendement que vous avez fait, vous avez dit que c'est les 15 ans ou les 12 ans que les gens dont vous parlez, qui sont vieux, tout ça, que les gens sont venus à zéro. Et maintenant, quand est-ce que les jeunes dont vous parlez vont arriver à l'Assemblée, à la tête du pays, comme sur le cas de la fois passée? D'accord, merci Kokou. Allô? Oui, Armand, votre question, bonjour. Bonjour, Joachim. Bonjour, ministre. Bonjour. J'aimerais savoir, la loi autorise les manifestations, mais est-ce que, bon, on connaît tous la stratégie des politiciens qui se cachent toujours derrière des superfuges pour faire, pour assurer leurs prétentions. C'est-à-dire, on ne comprend pas comment se fait-il que dans les itinéraires qui sont prévus, on retrouve des manifestants complètement hors de cette zone, ailleurs en train de manifester aussi. D'accord, bien noté. Et on prend le dernier intervenant, c'est Komi. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, mon frère.
dire quelque chose. Si vous êtes à l'Assemblée et vous disputez, c'est vous qui chassez les autres ou bien c'est eux-mêmes qui prennent leurs décisions pour sortir. D'accord. Et si ce n'est pas vous qui les chassez, n'importe quelle réunion ou bien n'importe quelle réunion, si vous discutez d'un mot et quelqu'un sort, quel qu'en soit le cas, il n'aura pas raison demain parce qu'il n'est pas là pour terminer la réunion. D'accord. Je voudrais savoir, si vous êtes à l'Assemblée, qu'est-ce qui se passe au juste et les autres sortent et on vous laisse seul et vous travaillez seul. Ok, merci beaucoup, c'est bien compris, cher ami. Alors, monsieur ministre, vous avez suivi, monsieur Didier disait tout à l'heure, s'il comprend bien, la gendarmerie et la police se sont devenus incapables de pouvoir gérer les grandes masses, les grandes foules dans le pays. Non, je crois que c'est pas ça. Vous savez, on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme à chaque mètre. C'est pas possible. Donc, bon, c'est organisé par Carrefour, et maintenant, si les gens quittent la marche pour aller commettre ces dérapages-là, mais c'est pas acceptable. La gendarmerie ne peut pas être partout. D'ailleurs, ça me fait répondre à l'observation de Armand, qui disait qu'effectivement, c'est ça qu'on a constaté le 5 octobre. Les gens ont donné des itinéraires, on s'est mis d'accord. Après, on a trouvé des manifestants à Didegomé, en train de faire des barricades. C'est vraiment une violation totale de la loi. Et ce qui est... donc c'est ça, c'est pas acceptable. Bon, le dernier intervenant... Oui. Alors, est-ce que quand vous êtes en réunion, qui chasse l'un ou l'autre? Non, en réunion, c'est eux qui sont partis. C'est la dernière fois à l'Assemblée nationale, ils ont soumis le texte. La commission a dit que ce n'est pas conforme à leur règlement intérieur. Et nous avons reconnu que de toute façon, ce n'est pas un amendement. Nous aussi, nous sommes comme des anciens députés. Nous savons que ça ne se fait pas. Et donc, à partir de ce moment, ils disent non, ils partent. Donc, nous avons dit non. Nous avions expliqué longuement au cours des débats. Nous avons dit, les amis, vous savez, ce que je venais d'expliquer. En 92, l'opposition était très majoritaire, elle a fait une constitution. En 2002, le RPT, elle a fait une constitution. Le président a dit, écoutez, mettons-nous ensemble pour faire une constitution que personne d'autre ne va plus modifier prochainement, pour que la jeunesse puisse continuer dessus. Et c'est ça que ça a été acté dans l'APG. C'est ça qu'on a ramené. Donc, à partir de ce moment-là, ce socle commun, validons-le, saisissons-le. Et peut-être plus tard, nos enfants, nos petits-enfants, ou bien même la jeunesse qui nous suit, va améliorer. Les Togolais estiment qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour pouvoir enchaîner 3 ou 4 élections en 2 ans. Non, ne faut pas. C'est là le problème. Ça, c'est un autre problème. Monsieur le ministre, voilà, il y a les enseignants qui font des manifestations, des mouvements de grève, beaucoup de choses. Non, mais tout cela, ils réclament aussi de l'argent. Ce qui est fondamental, c'est la consolidation de l'État. Je crois que c'est plus important que tout le reste. Les enfants ne peuvent pas, disons, aller fréquenter s'il n'y a pas un État. Ils ne peuvent pas fréquenter. Les enfants ne peuvent pas aller s'il n'y a pas un État. Il faut d'abord l'État. Et l'État, il faut consolider donc vraiment les bases de l'État. Bon, donc on s'était mis d'accord depuis 2006 sur certaines bases. Mais l'occasion rêvée de consolider ça, d'acter ça. Mais ça, je dis encore, même les pays développés continue de modifier la constitution. Plus tard, on pourra encore améliorer. Mais au moins, ce qui est déjà dit là, limitation des mandats là, mettons ça dans le socle, dans un socle en marbre. Plus personne ne peut toucher à ça. Puis après, les enfants, on améliorera. Mais tout à l'heure, Coco lui disait que est-ce qu'il n'y a plus personne au niveau de UNI quand on dit Amevo? Ça veut dire que manque ou absence de personnalité. donc pour ça, il voudrait qu'on fasse une loi rétroactive. Alors, si c'est pour que... Il dit que bon, si c'est une loi rétroactive, ça permettra à la jeunesse. Mais si on accepte le principe de loi rétroactive, un jour, quelqu'un parmi eux va proposer une constitution pour dire bon, il faut avoir 65 ans pour être candidat.
Ou bien on va dire, bon non, il faut plutôt avoir 20 ans. Non, la loi rétroactive, ce n'est pas dans le principe de droit. C'est pas possible. Oui, mais la 658, l'auditeur a dit tout à l'heure que, est-ce que vous ne voyez pas que vous bloquez la jeunesse tout en disant, brandissant que mais nous sommes en train de vouloir promouvoir la jeunesse. Alors que ceux qui sont là, ils peuvent encore enchaîner 10 ans. Oui, bon, parce que la loi ne peut pas être rétroactive. Et je dis, le Togo ne disparaît pas dans 10 ans. Pardon. Le Togo est là dans 100 ans, dans 150 ans, dans 200 ans. Et qu'en est-il de la jurisprudence qui a eu lieu en 2003, quand Gilles Christ, la Cour constitutionnelle avait dit que la décision prise est d'application immédiate. Et vous ne voulez plus entendre parler de ça aujourd'hui. Bon, je n'ai pas le texte sous la main. Le test de 2003 sous la main, mais ce que je dis, c'est que la loi n'est pas rétroactive. Voilà, donc c'est ça. La loi n'est pas rétroactive. Et il y a un autre frère qui parlait. Ah oui, non, c'est pratiquement tout est fini à ce niveau. Oui, on a répondu à toutes ces questions. Mais monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Encore une fois, est-ce que l'opposition, pour le moment, n'a pas dit qu'elle va organiser des meetings mercredi et jeudi, elle va manifester? Est-ce que les discussions se prennent pour les encadrer jusqu'à ce que tout aboutisse calmement, pour qu'il n'y ait plus de blessés ni de morts? Non, pour nous, les meetings, ce sont des manifestations. Donc pour nous, quand l'opposition dit qu'elle va manifester le 18 et 19, ça veut dire qu'elle a choisi de faire des meetings. Donc au lieu de meetings, les forces de l'ordre seront là comme d'habitude. Ce ne sera pas la première fois que l'opposition fait des meetings pour les encadrer. Les forces de l'ordre seront là pour les encadrer, il n'y a pas de problème. Mais l'opposition sait très bien que, puisque nous leur avons envoyé une décision, et ils savent très bien que s'ils sont contre la décision, ils avaient largement le temps d'aller à la Cour suprême pour porter plainte et attendre l'avis du juge. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou l'ont pas fait. S'ils l'ont pas fait, ça veut dire qu'ils s'en tiennent à ce que nous leur avons indiqué comme décision. Nous sommes à la fin. Votre mot en quelques secondes? Non, moi, je voudrais vraiment dire à tous que les réformes proposées, c'est vraiment une occasion rêvée pour tout le monde et surtout pour la jeunesse, pour que désormais la jeunesse prenne une part active dans les affaires de l'État à travers la politique. Saisissons ces réformes-là. Merci, monsieur le ministre, d'être passé chez nous ce matin. Messieurs, dames, à l'instant, le ministre Payadoua Boukpessi de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. D'autres occasions nous permettraient de le recevoir ici pour parler rien que de la décentralisation. Et en ce moment, vous aurez encore le temps de lui poser d'autres questions. Messieurs, dames, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez prêté votre oreille attentive. J'espère bien que chacun a su garder le sang-froid. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, prenez tout le temps. Alors, excellente semaine à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.